Un mois après l'acte politique de Paul Biya, qui a consisté à réaménager ou à remanier selon les termes, le gouvernement entré en fonction 5 ans plus tôt. Épaisse dans l'esprit de tous, l'interrogation consistant à savoir quels sont les 10 hommes forts, hormis le Premier ministre et le secrétaire général à la présidence, à l'évidence au-dessus du lot, institutionnellement de l'équipe y en 3. Hommes forts dont, sur les épaules de qui le président s'appuie plus ou moins raisonnablement pour gouverner le pays. Interrogation à laquelle la réponse n'est pas simple à articuler, tant s'éparpille aux yeux de tous l'interminable fourmillement de cette soixantaine de visages qui se réclament, chacun pour son mieux, d'une parcelle plus ou moins importante de pouvoir. Revue des troupes, dans cette obscure classification à l'intérieur de laquelle se mêlent aussi bien les critères de longévité à l'intérieur du système que de l'importance du domaine ministériel occupé, la compétence présumée ainsi que les relations directes, plus ou moins réclamées avec le chef, Paul Biya. Aussi au premier rang pourrait-on nommer Martin Belinga Eboutou, l'actuel directeur du cabinet civil de la présidence, est, quel que soit le bout par lequel on prend la chose, un homme d'influence. Il connaît le président comme sa poche pour l'avoir côtoyé de très près pendant de longues décennies à différentes positions professionnelles. Partant de soleil comme partant de tempête, il est donné pour être un véritable faiseur de ministre. Paul Biya aurait besoin de lui, disent les experts, pour quadriller la société, notamment par les actions humanitaires de la première dame. Savoir dans le vrai comment se portent les bassins ethno-régionaux du centre et du sud, mais aussi contrôler et agir en sous-main sur la diplomatie. M. Belinga Eboutou, un homme qui ne parle jamais, que l'on ne voit que rarement, confident parmi les rares que compte son président, et pour ce faire, avec qui personne ne prend jamais des libertés. C'est un fidèle de M. Biya, qu'on peut tout dire sur lui, sauf le fait qu'on n'a jamais entendu son nom dans les grands scandales de succession. M. Belinga a un passé de séminariste. Et sa mère, c'est un fils unique, qui a été élevé par sa mère, son père étant mort un peu tôt, est resté très proche des thèses de l'Église catholique. Maintenant, il y a l'homme privé que je ne connais forcément pas. Il y a l'homme dans ses différentes facettes. Mais ce que je retiens, c'est que c'est un homme qui est resté infidèle au chef de l'État. On a cité des affaires d'argent autour de lui. Sont-elles fausses, sont-elles vraies? La rumeur au Cameroun a la dimension informelle de l'information, mais c'est vraiment un des hommes clés au point qu'on l'a vu, même dans les moments de détente du chef de l'État, jouer au songo avec lui, c'est-à-dire qu'il est même dans l'intimité du chef de l'État. Est-ce que des affaires qu'on nous a rapportées de petites dissensions avec la première dame sont réelles? L'histoire dira, les hagiographes penseront que c'est un saint, pas moi, parce que je pense que chaque homme a un côté positif et un côté négatif. Mais on peut difficilement penser qu'il est de ceux qui lorgnent le poste du chef de l'État. La deuxième position est occupée par René Emmanuel Sadi, qui de tout temps semble être l'un des principaux hommes clés du système. Longtemps conseiller diplomatique, puis secrétaire général adjoint à la présidence de la République, et par la suite, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avant d'atterrir au ministère en charge de l'administration territoriale. Un homme qui a eu la lourde charge de remplacer et donc de faire oublier le fouméant Marafa Hamidou Yahya, depuis lors jeté en prison du fait de l'expression manifeste de sa tentation de tout dire. À René Sadidon de ne pas se tromper sur le sens de sa mission. J'ai eu la chance d'être aux côtés du président de la République pendant de longues années. Il m'a fait confiance. Aujourd'hui, il me renouvelle cette confiance. Je ne peux qu'en être heureux et fier. Et me féliciter que le chef d'État ait continué d'estimer que je pouvais continuer de lui apporter ma contribution dans l'accomplissement
de sa haute mission à la tête de notre pays. Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est possible pour satisfaire à ses attentes et accomplir du mieux possible les responsabilités qui sont les miennes. Ensuite vient Laurent Esso, le ministre en charge de la justice, un fidèle des fidèles qui a eu le privilège d'être quasiment ministre de tout sur les 25 dernières années. Avant d'être redirigé vers son poste actuel, ce magistrat de rang avait occupé le très stratégique et convoité secrétariat général à la présidence. Là aussi, après le départ d'un autre trublion par la suite jeté en prison, Jean-Marie Atanganame Bara, un Laurent Esso dont on n'entend quasiment jamais la voix, mais dont la proximité tant générationnelle qu'idéologique avec le président actuel est si forte que Paul Biya n'a quasiment pas de souci à se faire pour ce qui est du mainmise millimétrée sur l'appareil judiciaire, si essentiel dans le dispositif de contrôle et de punition des turbulents du régime et donc des jeux de transition à venir. Toutes les raisons pour lesquelles, à pure perte, beaucoup espèrent de lui que comme dans un ultime barreau d'honneur, il sera capable d'engager un vaste mouvement de réforme de la justice. Tant qu'il n'y aura pas, ici en interne, j'anticipe peut-être sur la question que vous m'auriez posée, des états généraux de la justice, où on remet tout à plat, où les gens s'asseyent pour dire, ok, très bien, quel doit être le rôle d'un président de la République dans une justice? Quel doit être le rôle d'un ministre de la Justice? Comment doit-on faire les lois? Quelles sont les lois qui sont les plus équilibrées, les plus adaptées? Comment doivent se comporter les magistrats? Quel est le type de magistrat qu'on veut? Il y a un toilettage total de l'idée, de la philosophie, de la pratique de la justice qu'il faut entreprendre quand on peut consacrer la justice comme étant le ciment de l'unité nationale. Parce que vous savez très bien comme moi que dans tous les pays où il y a eu de la casse, il y a souvent eu au départ de l'injustice et il a fallu à l'arrivée la justice pour arriver à réparer le tout. Vient ensuite Jacques Famdongo, le ministre de l'enseignement supérieur, pur homme du sérail originaire, comme dirait le défunt Charles Ateba Yéné, du pays organisateur. Courroie idéologique vers les cercles de la pensée, manipulateur de concepts et de la parole parfois indéchiffrable. Un personnage lourd dans l'appareil politique du RDPC, dont il est membre du bureau politique et artificier en chef de la communication. Impossible pour Paul Biya de faire sans lui, pour ce qui est notamment de la discipline tant des enseignants que des étudiants des universités, si promptes historiquement à porter la contradiction publique. Vient ensuite Alamine Ousmane Meh, le ministre en charge des Finances, dont la distinction reçue de Paul Biya ici lors de ce dernier conseil des ministres a été dit, sous la forme d'une conversation minutieusement théâtralisée par son chef, est de ce que personne n'a réellement vu monter si vite à l'intérieur du système dirigeant et capter si intensément la confiance du président. Un homme qui joue volontiers de l'effacement et d'un évitement soigné des scandales en tout genre, alternant entre image de compétence et impression de détachement, à qui l'éminente position de gestionnaire des finances publiques confère d'emblée un label d'incontournable pour gérer les prochains 4250 milliards du budget de l'État. Il est clair que Paul Biya aura besoin de tout son engagement. La douane camerounaise réalise des performances importantes au niveau des ressources mobilisées. Elle veut également s'inscrire dans une dynamique d'administration moderne qui facilite les transactions commerciales, qui gère suffisamment les risques pour protéger évidemment notre espace économique. We are proud to say that we have launched an operation for 150 billion. And the message is clear. We have met the target, and it is a clear signal that this is the reward of the quality of our signature. We are going to allocate the resources priority will be given to the small holders, those who have decided to invest their money into the bond, and these people will be served first. Institutions like bank and so on will have less than what they have probably pledged for, and we will definitely collect only 150 billion instead of 153, which is the amount subscribed by the community of investors. Cameroun
a pu démontrer qu'il respecte non seulement les critères de convergence, mais il respecte également ses engagements par le remboursement à temps, à due concurrence des engagements pris. Raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Paul Biya, en relevant pour le compte de l'exercice 2015 le plafond d'endettement à 900 milliards et en prescrivant au gouvernement de mobiliser 750 milliards en partie pour accompagner le plan d'urgence triennal et le crédit relais en faveur de la Sonara et le financement des projets de développement, donne le temps, donne la direction qui est celle du bateau Cameroun, qui a le cap sur l'émergence à l'horizon 2035 et qui a besoin d'un souffle, un souffle additionnel, un souffle qui est porté à l'intérieur par les recettes internes, mais porté aussi à l'extérieur par des ressources d'emprunt. En 6e position, Louis-Paul Motazé, le nouveau ministre en charge de l'économie et de la planification, est dans cet ordre-là, une sorte d'évidence. Neveu du président de la République, dit-on, qui s'est presque toujours retrouvé à ses côtés dans quasiment tous les voyages à l'étranger. Il vient de passer 5 années contrastées et souvent chahutées au secrétariat général des services du Premier ministre. Véritable épine dans la chaussure de Philemon Yang, après avoir séjourné le bail d'avant au sein du Minepat qu'il retrouve aujourd'hui de sa pleine forme. Il est l'homme du DSCE et de toutes les grandes réorientations de politique économique engagées dès 2010, auxquelles Paul Biya a apporté son assentiment du bout des lèvres. Avec le DSCE, nous avons le tableau de bord. Il nous faut maintenant agir. Des progrès appréciables ont été obtenus. Le récent rapport d'évaluation triennale de la mise en œuvre du DSCE le confirme. Ceci étant, je dirais simplement que nous pouvons et devons faire encore mieux. Pas loin en 7e position, Abassad, le ministre en charge des marchés publics. Il s'agit d'un homme en différence visuelle, auditive et même idéologique avec le système auquel il appartient. Jamais vu dans les grandes foires et meetings sans nom du RDPC, peu entendu dans les autres tonitruantes à Paul Biya, rarement cité dans les incessantes magouilles politico-financières des hommes du pouvoir. C'est peu de dire que cet administrateur civil, originaire de la Damawa, s'est imposé avec vigueur dans le cœur même du système. Nombreux sont les ministres qui se sont frottés à lui et qui s'y sont piqués. Monsieur Sadou n'en fait apparemment qu'à sa tête, têtu comme une mule, peu goûter aux saveurs du monde et donc, réputé intraitable sur les questions de corruption, il fait sans doute partie des rares à bénéficier sur ce rayon d'une image aussi irréprochable. Habituellement, c'est en janvier qu'on fait la programmation, mais cette année, on a voulu la faire de manière anticipée. Pourquoi? Parce que le budget de l'État sera exécutoire dès janvier 2015 et nous avons voulu qu'en amont, dès ce mois de décembre, la programmation, c'est-à-dire le recensement de tous les marchés de l'année 2015, peut-être 9 000, peut-être 10 000, parce que l'année présente, on était à 8 000, tous ces marchés soient recensés, les autorités contratantes soient connues, toutes les opérations de passation, les dates de lancement des appels d'offres, les dates d'attribution des marchés, les dates de signature de ces marchés, les dates même de réception de ces marchés soient connues dès maintenant. Et surtout, l'essentiel, qu'il soit possible de lancer les appels d'offres là dès le mois de janvier. Le cycle des marchés de l'appel d'offres à sa signature, c'est 2 mois et demi. Si ces marchés sont lancés en janvier, comptez 2 mois, même 3, mars, disons au plus tard au mois d'avril, tous les 8 000 ou 9 000 marchés devront être signés. Voilà le pari. Et si ces marchés sont signés au 4e mois de l'année, nous aurions pour la première fois 8 longs mois, voire 9 mois, consacrés exclusivement à l'exécution de ces marchés. Vous voyez bien ce que nous gagnons en termes de consommation de crédit tant décrié par la plus haute autorité de l'État. Cette opération vise donc pleinement à faire une anticipation réfléchie et nous nous réjouissons de l'accompagnement de cette innovation par le ministère de l'économie et le ministère des Finances qui ont demandé que les dossiers d'appel d'offres et que les termes de référence selon le cas soient déjà apprêtés dès le mois de décembre
dès le mois de novembre d'ailleurs, pour que les activités à inscrire au budget 2014-2015 le soient. Ça a évidemment permis de rendre possible cette anticipation qui est une innovation majeure et nous saisissons cette occasion pour interpeller tous les acteurs des marchés publics. Tous, parce que c'est un travail en chaîne. Si un maillon est défaillant, la chaîne ne marche pas. Arrive en 8e position le vénérable Issa Thiro Mabakari. Le ministre de la Communication est désigné porte-parole du gouvernement, pourtant intrus dans le système, a su faire de sa langue un puissant objet de conquête de respectabilité et de sédimentation du pouvoir. Je vous ai donc convié à l'échange de ce jour afin que nous puissions nous entretenir sur cet important événement, le premier de cette nature qui intervient 2 mois seulement après l'accession du président Buhari à la magistrature suprême de son pays. Il parle tout le temps, parle de tout, parle sur tout, parle parfois sans demander la permission à personne, mais parle avec assurance et fantaisie, sans jamais dissimuler la grande certitude qu'il a de ne jamais trouver personne à sa mesure, qui parle avec sa truculence. Cela à un tel point que M. Bakari a fini par devenir une sorte de coqueluche des podiums gouvernementaux, où on voit ses longues gandoras bariolées flotter à longueur de journée, comme des emblèmes ostentatoires d'un pouvoir qui n'a plus peur de rien. Amnesty International est dans son rôle. Ne soyez pas surpris pour forcer les gouvernements de par le monde à faire preuve davantage de retenue et de protection des droits de l'homme que Amnesty International parfois grossisse les traits. Ce discours d'Amnesty International n'est pas seulement propre au Cameroun. Pour tous les gouvernements, ils grossissent toujours les traits. Mais nous n'avons rien contre Amnesty International. Amnesty International et le gouvernement camerounais en matière de protection et de promotion des droits de l'homme poursuivent les mêmes objectifs. Je voudrais, à la mémoire des victimes de ces crimes odieux, aux blessés et à leurs familles, dire que leur sacrifice constituera un adjuvant déterminant pour l'éradication définitive de Boko Haram. En 9e position, Amadou Ali que Paul Biya n'a pas pris la peine de désigner vice-premier ministre pour rien. Dans toute la partie septentrionale du pays, son visage sombre résonne encore grandement comme un totem. Rien que Paul Biya ne puisse faire dans cette partie du pays sans lui. Et cela, malgré les coups personnels et professionnels qu'il a dû endurer au cours de ces 12 derniers mois. Quand les gars là sont venus, j'étais couché là sur la véranda avec le gardien. Quand le coup de feu ne fait qu'entrer, quand ça entrait, moi j'ai ouvert la porte, je suis entré. Je me suis couché au salon. Ils ne font que venir. Le gardien qui est entré avec moi, moi j'ai disparu devant lui comme ça, là, il ne sait pas où je suis parti. Alors que je suis parti me coucher derrière le fauteuil. Ils sont venus avec le cuisinier. Le cuisinier nous a ouvert la porte. Ils ont demandé le vice-PM, son épouse, le docteur Hélène et Maïra. Tout ça, ils ont demandé au cuisinier. Moi j'étais toujours sous le fauteuil. Ils ont pris le gardien qu'on était ensemble. On lui a demandé, toi tu fais quoi ici? Il dit que je viens d'arriver seulement. Où est la clé que tu as? Il dit qu'il n'a pas la clé. C'est comme ça qu'il est sorti. Il est parti. On lui a laissé partir. Ils ont demandé de mettre feu là où j'étais. Et ils ont refusé. L'un d'eux a refusé de mettre feu. L'autre a dit mets feu. Il dit qu'il ne met pas feu. Il faut qu'ils demandent d'abord leur chef Aboubakar Chakao. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Ils sont arrivés ici encore sur la terrasse. Ils voulaient entrer encore dedans. L'autre partait toujours mettre feu là-bas. On l'empêchait toujours. Il est venu, il a pris le CD, il dit qu'il part avec, il dit que ça va aller servir. On dit que tu fais quoi avec? Laisse. Mais on prend seulement ce qui peut nous servir, on part avec. Tout ça, moi j'étais sous le fauteuil, mais je ne connais pas, je ne peux pas distinguer qui était là et de comment ils sont habillés, tout ça. Ils ont demandé. C'est comme ça qu'ils sont sortis. L'autre. En poste auprès de son président depuis 1983, l'homme a occupé lui aussi quasiment tous les postes importants, de la défense au ministère de la Justice. En passant par le secrétariat général à la présidence, dans son crâne obscur et cet intense regard caverneux,
où se bousculent des souvenirs et des millions de secrets, rien qu'ils ne sachent avec précision et personne qu'ils ne connaissent au détail près. Malgré le caractère en apparence étriqué de son poste actuel et le basculement dans une ère de vulnérabilité physique, peu de risques de voir disparaître son visage avant longtemps. Il a tenu, bien entendu, sa promesse et avec l'aide de Dieu, tous les otages ont été récupérés. Ça me donne donc le sentiment que j'appartiens à une patrie. J'ai un chef d'État qui est soucieux, n'est-ce pas, de son peuple. Et en 10e position, Edgar Alain Mébengo. L'ex-ministre de la Défense semble avoir aux yeux de beaucoup dégringolé de son piédestal en ayant été forcé d'atterrir le 2 octobre 2015 au ministère des Transports. Un département ministériel qui pèse à peine les 20e de la masse budgétaire totale qu'il gérait dans son précédent poste et qui ne compte même pas pour le 50e des effectifs. Reste que pour être de ce que Paul Biya a explicitement porté à ses côtés, soit comme son fils, soit comme ses héritiers, Edgar Alain Mébengo fait largement partie des hommes qui comptent. Sa connaissance désormais affirmée des mécanismes globaux de la sécurité camerounaise, après y avoir passé l'essentiel de son séjour au gouvernement, étant dans ce cadre-là de ces arguments qu'il faut sérieusement tenir en compte. Le chef de l'État, chef des armées, salue avec émotion la mémoire de ces soldats qui sont morts pour la défense de notre patrie. Il a tenu, comme vous l'avez vu, à organiser en leur honneur le summum du cérémonial qui a lieu lorsque les militaires tombent sur le champ d'honneur. Je voudrais également profiter de cette circonstance pour transmettre aux familles de ces soldats, à leurs amis, à leurs proches, les sincères condoléances du président de la République, auquel il associe la compassion émue de son épouse, Mme Chantal Biya. Le président de la République souhaite que toute l'armée camerounaise et même tous nos compatriotes s'inspirent et prennent comme exemple la bravoure de ces soldats qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie. Ce qu'il faut que les populations retiennent au-delà au travers de tous ces actes, c'est que le dispositif militaire se renforce sur le terrain et il y a le commandement a été renouvelé à pratiquement 100% avec des officiers jeunes qui ont fait leur preuve sur le terrain. Et ce que les populations doivent également retenir, c'est que les mesures militaires seules ne suffisent pas. Elles doivent participer à la sécurisation. Elles doivent coopérer avec les forces de défense. Tels sont donc les 10 hommes forts du dernier réaménagement ministériel. 10 hommes clés, sans lesquels Paul Biya ne peut aller aux confins de ces lendemains qu'il se souhaite à lui-même et qu'il promet sans arrêt au peuple d'en bas. 10 hommes à qui l'on peut également ajouter quelques autres,
tout aussi important dans la production du sens et de la domination de l'espace, et donc dans l'équilibre général du système. Basile Atangana Kuna à l'eau et l'énergie, Grégoire Wona au travail, André Mamafouda à la santé publique, le jeune Belambela aux relations extérieures, Henri Yébéa ici à l'agriculture, Pierre Bidon-Pat au sport, Michel Angouin à la fonction publique, Zachary Pérévec à l'emploi. De même que Jean-Baptiste Bocam au secrétariat d'État à la défense. Autant d'hommes dont il sera utile d'observer les itinéraires lorsque viendra le temps d'un prochain remaniement du gouvernement.